Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous et merci pour votre présence à ce webinaire consacré au Green IT qui est la transposition du RSE institué par la loi de mai 2009 au numérique et qui vise à intégrer les enjeux sociaux, économiques et environnementaux à la transformation digitale. Dans le cadre de ce webinaire, nous allons s'attacher à présenter et définir le Green IT, voir ensemble les enjeux, la législation qui entoure le Green IT et son application au sein de votre entreprise. Ce webinaire sera animé par Lilian Boyer, responsable de la cellule conseil IT et qui développe en particulier l'offre Green IT au sein d'RSM. Et nous finirons ce webinaire par les questions-réponses à la fin de la présentation de Lilian. Et sans plus attendre, je vous propose de démarrer la présentation. C'est à toi, Lilian. Ok, merci Sylvine. Donc bonjour à tous et merci pour votre présence à ce webinaire. Donc aujourd'hui, donc comme l'a indiqué Sylvine, donc on va voir un peu la définition du Green IT, les enjeux, la législation et votre entreprise. Et on va commencer tout de suite par la définition de manière assez succincte. Alors donc déjà, moi, donc c'est Lilian Boyer, donc je suis manager IT au sein de la cellule IT Risk Advisory de RSM, et donc je suis porteur de l'offre numérique responsable, donc Green IT, au sein du cabinet. Donc au niveau de la définition du Green IT, je reviens un petit peu sur cette définition parce qu'elle est souvent personnelle. On va dire que chaque personne a un peu sa propre définition. Donc je vais vous donner la mienne, qui est en général celle qu'on retrouve la plupart du temps, mais parfois certaines personnes ont des définitions un peu différentes. Donc au niveau du Green IT, pour moi c'est la même chose que le numérique responsable, c'est-à-dire l'application de la responsabilité sociétale des entreprises au numérique. Pour certaines personnes, le Green IT c'est juste le pan dédié à la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Donc là, c'est plus large. Dans cette approche-là, moi, je considère que le Green IT, c'est vraiment le numérique responsable, c'est-à-dire l'application des responsabilités sociétales des entreprises au numérique. Donc, ce faisant, ça implique quatre grands pans, quatre grands domaines. Donc, le premier domaine, c'est la partie Green for IT. Donc, c'est la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Par l'intermédiaire d'un potentiel calcul d'émissions de gaz à effet de serre, d'évaluation de la pression sur les ressources, on essaye de réduire l'empreinte environnementale du numérique. Ensuite, il y a l'IT for Green, donc c'est-à-dire utiliser le numérique pour réduire l'empreinte environnementale, l'impact environnemental d'autres domaines. Donc avoir des optimisations via des systèmes d'information, l'optimisation des consommations énergétiques via des systèmes d'information. Donc ça, c'est le deuxième grand domaine. Ensuite, nous avons Human for IT et IT for Human. Donc là, on est vraiment sur de la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, dans le sens où là, on s'intéresse aussi à la partie humaine. On n'est pas que sur l'environnement, on s'intéresse aussi à la partie humaine. Et donc là, il y a l'idée d'essayer de réduire la fracture numérique, donc les décalages qui peuvent se créer avec l'utilisation numérique entre différentes parties de la population, mais aussi réduire l'impact du numérique sur l'humain avec des problèmes potentiellement de santé. Et puis il y a aussi évidemment réduire les écarts sociétaux grâce au numérique. Donc utiliser le numérique pour être un vecteur d'amélioration des conditions de vie humaines. Donc voilà un peu les quatre grands domaines du numérique. Le Green IT, numérique responsable, pour moi, ce sont deux synonymes. Et donc du coup, la question qu'on va se poser ici, et donc ce qu'on va essayer de vous présenter, ça va être quand même plutôt la partie Green for IT. Donc on va se focaliser sur Green for IT, c'est-à-dire la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Alors, si on s'intéresse du coup à cette partie-là et aux enjeux, les enjeux de cette partie, donc si on fait un petit panorama, il faut bien comprendre que le numérique n'est pas... alors, on pense souvent à dématérialisation, on se dit que quelque chose dématérialisé n'a pas d'impact sur l'environnement, mais en fait, ce n'est pas vrai dans le sens où le numérique n'est pas dématérialisé. Pour vous parler actuellement, j'utilise un ordinateur, j'ai un écran, j'ai une borne Wi-Fi avec un routeur qui va se connecter potentiellement à un réseau numérique, qui va se connecter à des data centers potentiellement. Donc il y a toute une infrastructure qui est derrière, qui n'est pas dématérialisée, qui est concrète et qui, pour la mettre en place, a eu besoin d'exploiter l'environnement
et du coup de l'impacter. Donc tout cela, donc si on réfléchit un peu à l'ensemble de la chaîne, ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, on remarque donc qu'il y a plusieurs sujets. Donc il y a effectivement, on pense souvent à la consommation du numérique. Donc quand j'ai un PC, je le branche, il consomme. Donc ça paraît assez intuitif. Mais il faut pas oublier que si on s'intéresse à l'ensemble de la chaîne et à la construction de mon PC, il faut extraire des ressources. Donc il y a besoin d'extraire des ressources pour construire ce PC, pour construire un data center, pour construire une infrastructure, des réseaux. Et à la fin, forcément, il y a quand un PC est en fin de vie, quand un ordinateur, quand un data center, des serveurs sont en fin de vie, il faut les recycler, donc ça peut générer des déchets. Donc tout cela n'est pas négligeable, et donc si on prend un peu le cas de la France, on a 2,5% de l'empreinte carbone de la France qui est due du coup au numérique. 10% de la consommation d'électrique française est utilisée pour le numérique. Et alors, au niveau plutôt mondial, cette fois-ci, donc il y a 62,5 millions de tonnes de ressources qui sont extraites pour permettre la construction et la conception de nos infrastructures numériques. Et de même, donc on a 20 millions de tonnes de déchets qui sont produites en réseau numérique. Donc tout cela n'est pas neutre. Et du coup, la question qui va se poser, c'est finalement où sont les impacts. Alors, pardon, je vais aller trop loin. Donc d'où proviennent les impacts? Alors, pour les impacts, il faut bien comprendre que déjà, il faut essayer de pouvoir les quantifier. Donc, il y a plusieurs approches de quantification des impacts. Donc, en général, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on fait une approche via une analyse de cycle de vie. C'est-à-dire qu'on va repartir de l'extraction de la matière, du transport, de la transformation de cette matière, de la fabrication des potentiellement tous les outils numériques, leur utilisation et à la fin leur destruction. Et donc, à chaque fois, on va essayer de quantifier les impacts. Donc ça, c'est la première approche. On approche via une analyse de cycle de vie avec les différentes étapes, donc fabrication, utilisation, gestion des déchets. En découle ensuite d'autres approches. Donc la seconde approche, c'est de voir un petit peu finalement, en fonction de nos secteurs d'activité du numérique, lesquels sont plus impactants. Donc quand je parle de secteur, il y a en général 3 grands domaines dans le numérique. Il y a notre terminal utilisateur, donc c'est par exemple mon PC, mon téléphone portable, mes écrans, donc ça c'est mes terminaux entre guillemets utilisateurs qui me permettent de connecter à Internet et profiter des services numériques. Ensuite, nous avons les infrastructures et les réseaux. Donc là, c'est tout ce qui est borne 4G, box, tous les routeurs, toute l'infrastructure, la fibre, toutes les infrastructures qui sont mises à disposition pour pouvoir se connecter, que les systèmes puissent se connecter entre eux. Et à la fin du réseau, nous avons les data centers, qui eux donc sont les centres de données, qui sont en fait un peu des industries, hein, on peut voir ça comme une industrie. Donc ce sont des bâtiments où il y a des serveurs, des centaines de serveurs avec des systèmes de refroidissement, des systèmes de gestion de ces serveurs. Donc on peut s'intéresser, faire une approche pour voir un peu ces 4 grands secteurs-là, ces 3 grands secteurs-là, donc terminaux utilisateurs, data center et infrastructure réseau, voir quels sont ceux qui ont plus d'impact. Et donc ça c'est donc une dernière approche. Et puis c'est une deuxième approche. Et une dernière approche, c'est une approche plutôt fonctionnelle, c'est qu'on va voir voilà quelle fonction j'utilise dans mon système d'information et quel est l'impact de cette fonction, comment je peux mesurer l'impact de cette fonction. Donc si on prend un peu ces 3 étapes, la première, donc ces 3 approches, si on regarde la première, donc on peut voir par exemple avec une approche en regardant la fabrication et l'utilisation, on peut voir que la partie fabrication émet 83% émet 83% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc ça, c'était en France en 2020. Donc c'est la fabrication du matériel informatique au sens large, hein, donc tout ce que j'ai cité tout à l'heure, les data centers, les infrastructures, les laptops, les smartphones, et ils se mettent 83% des émissions de gaz à effet de serre contre 17% pour l'utilisation. Donc ça permet un peu de quantifier, on peut voir effectivement que là, c'est la fabrication qui a un impact important. Si on fait une approche sectorielle, là, on peut remarquer que c'est les terminaux utilisateurs, donc c'est plutôt mes laptops, mon smartphone qui va être le prioritaire. Donc là, ça va être 66% des émissions de gaz à effet de serre, ça va être dû à ces terminaux utilisateurs, contre 15% pour les data centers et 19% pour mon infrastructure. Et puis concernant la dernière approche, celle-ci elle est un petit peu plus compliquée, ou en tout cas elle peut être sujette à mauvaise interprétation, et c'est un sujet qui est quand même important d'évoquer avant de passer à la suite. Donc par exemple, c'est le troisième point, c'est l'émission d'un email. Donc on envoie un email avec une pièce jointe à un destinataire, on émet 3,3 grammes de CO2 équivalent carbone.
Alors là, il y a une question qui se pose, c'est effectivement, on a ce chiffre-là, donc c'est plutôt une approche fonctionnelle. On a un chiffre d'émission pour un email. Le problème, c'est que si on se pose pas la question qu'est-ce que ça sous-entend envoyer un email, on n'a pas forcément bien compris quel était l'impact derrière sous-jacent. C'est-à-dire que si et ça c'est un petit problème dans le domaine du numérique responsable et du Green IT, c'est que souvent ce chiffre-là est mal interprété. On va s'imaginer envoyer un email, on va se dire il y a partie stockage, donc il y a les data centers derrière, donc ça consomme beaucoup et les data centers consomment beaucoup et donc le problème c'est les data centers. Alors qu'en fait, quand on regarde le détail du calcul d'envoi d'un email, qu'est-ce qu'il faut? Il faut quelqu'un qui rédige un email, donc il y a un outil, un ordinateur pour taper cet email. Il y a quelqu'un qui doit réceptionner cet email et qui doit le lire. Et après, il y a les consommations de ces outils et le transport de données et finalement le stockage de la donnée. Et quand on regarde au détail, c'est plutôt l'amortissement de la fabrication des ordinateurs, du émetteur et du récepteur qui sont prioritaires, à hauteur de 69 et 23%. Donc, lorsqu'on dit un email émet 3,3 grammes de CO2 équivalent, en fait, on dit que c'est la fabrication derrière de l'ordinateur qui est le plus impactant. Mais c'est la fabrication du terminal utilisateur, du laptop, qui est le plus important. Mais c'est pas sous-entendu dans le chiffre. Donc là, il faut faire très attention avec ce genre d'approche. Il faut bien comprendre en fait l'analyse du cycle de vie. Donc voilà, là c'est vraiment, en tout cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est que en général, on quantifie avec des chiffres différents, mais à chaque fois, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est la fabrication du matériel informatique qui ressort en étant le plus impactant, et à chaque fois, c'est le terminal utilisateur. Donc c'est les laptops, les smartphones, tout un tas des montres connectées, tout un tas de systèmes qu'on utilise nous, qui permettent de nous connecter au cloud. Donc voilà pour l'approche, définir d'où viennent les impacts. Donc il faut bien retenir, c'est plutôt la partie fabrication des terminaux utilisateurs. Maintenant, si on s'intéresse à ça va marcher, oui. Alors, il ne faut pas non plus se focaliser qu'au niveau carbone. Il y a du carbone, certes, c'est vraiment un focus que l'on fait de manière très classique. On se focus beaucoup sur le carbone parce que le sujet est très prégnant. Le changement climatique, c'est quelque chose que les citoyens, les entreprises, le monde politique a pu prendre en compte depuis ces 20 dernières années. Donc, c'est un sujet qui est très important, mais il n'y a pas que ce sujet-là. Il y a aussi des questions de gestion des ressources en eau, des questions de biodiversité, des questions d'épuisement de nos ressources minérales et fossiles, des questions de gestion de nos déchets et d'impact sur la santé humaine. Et lorsqu'on regarde un peu plus en détail, là, il faut bien comprendre, il y a plusieurs notions qui vont apparaître, mais il faut bien comprendre que c'est un peu la même chose. C'est la phase de fabrication qui vont avoir les plus gros impacts. Donc la fabrication, ça représente 88% de la consommation d'eau lors de la fabrication d'un système numérique. Ça, c'est des chiffres intéressants. Et on peut aussi en venir à la question du concept de sac à dos écologique. C'est-à-dire lorsqu'on achète un ordinateur, qui fait 2 kilos, on a consommé derrière et caché dans ce sac à dos qui est invisible. Hein, c'est un peu la phase immergée de l'iceberg. On a consommé 200 kg de combustibles fossiles, 600 kg de matières premières, 1,5 tonnes d'eau et 22 kg de produits chimiques. Donc là, lorsqu'on a récupéré et acheté cet ordinateur, on a déjà un impact non négligeable, voire même très très important sur l'environnement. Et à la fin, forcément, il y a toutes les questions de gestion des déchets. Donc là, par exemple, il y a 60% des déchets électriques qui sont gérés dans des circuits illégaux. Donc là, ça pose des questions sur cette gestion de déchets, sur les circuits illégaux, sur l'utilisation des ressources dans une réflexion d'économie circulaire, et puis évidemment des impacts sur la santé humaine lorsque les déchets sont mal gérés. Donc du carbone, certes, mais pas que. Alors, la question est certes, donc, il y a une question aussi importante alors, je passe au bon slide, oui, c'est bon. Il y a une question importante aussi à bien comprendre, c'est que, voilà, on a fait un peu une peinture de l'état actuel. Donc, on a vu qu'il y a des émissions importantes de gaz à effet de serre, des émissions de tout un tas d'autres choses, biodiversité, impact sur les ressources, sur l'eau, sur la santé humaine. Mais à l'heure actuelle, le numérique n'est pas encore, on va dire, le secteur le plus, qui détruit le plus l'environnement, qui abîme le plus l'environnement. On est quand même en dessous des secteurs tels que l'agriculture, le bâtiment et le transport. La problématique du numérique, elle est à un autre niveau, c'est une problématique de dynamique et d'évolution.
C'est-à-dire que à l'heure actuelle, on est quand même encore sur des pourcentages, donc à l'heure actuelle, 4% d'émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, 2,5% au niveau français. Donc ça reste des pourcentages encore tenables, mais on est sur une dynamique d'évolution exponentielle avec une augmentation de la consommation énergétique de 9% par an. Une augmentation de la quantité d'objets connectés assez importante, donc là, plus 5000% en 15 ans. Donc on est passé, en 2019, on était à 34 milliards d'objets connectés. On prévoit qu'en 2025, on sera à 48 milliards. Et sur les 15 dernières années, donc depuis 2019, enfin si on revient 15 ans en arrière, il y a eu plus 5000% d'augmentation. Donc on est sur des augmentations très importantes. Et juste dernier petit chiffre, donc on a 8,9 équipements par personne en Europe occidentale contre 5,3 en 2016. Donc là aussi, il y a une augmentation du nombre d'équipements, une augmentation de la consommation, une augmentation de notre consommation de numérique qui est vraiment très importante. Et c'est cette dynamique qui est inquiétante, très inquiétante et qu'il faut pouvoir maîtriser pour pas que le numérique arrive au niveau de l'agriculture, du bâtiment et du transport, sachant qu'on a déjà ces sujets-là à traiter. Donc un niveau important. Donc, il ne faudrait pas qu'on ait un quatrième ou un cinquième secteur, le numérique, qui vienne s'ajouter et qui rende l'équation irrésolue pour les questions d'environnement. Donc, ça, c'est vraiment les points centraux. Donc, pour résumer, un numérique qui a un impact au niveau de la fabrication, donc c'est un impact qui est souvent caché, et une dynamique qui est exponentielle, très importante, qui existe et qui peut engendrer d'ici 2030, 2030, ça pourrait rejoindre le niveau de l'automobile au niveau des impacts environnementaux. Donc il faut faire très attention et suivre ce sujet. Donc au niveau de la législation, ça en découle qu'au niveau de la législation, le politique s'est emparé de la question. Et ça, c'est intéressant. Enfin, le politique, le législateur s'est emparé de la question, et ça, c'est intéressant parce que ça montre que le sujet est émergent et qu'on commence à y faire attention. Dans le sens où donc ils ont publié, donc ils ont voté une loi, donc la loi Rennes sur la responsabilité numérique responsable. Donc cette loi, donc suite à un aller-retour au Sénat et à l'Assemblée, donc a été votée, et dans l'optique de pouvoir un peu plus suivre ces questions-là et d'éviter que l'évolution, la dynamique d'évolution du numérique vienne vraiment contraignante et impactante pour l'environnement, vienne vraiment être ingérable. Et à travers ça, donc plusieurs choses ont été mises en place. Donc un observatoire numérique responsable, des formations de sensibilisation auprès des plus jeunes, une promotion, donc une volonté d'aller dans les collectivités territoriales et de définir des stratégies numériques responsables dans ces collectivités. Essayer d'orienter donc de plus en plus le numérique vers des notions de green, donc de vert, et évidemment essayer de limiter le renouvellement des terminaux, parce que finalement c'est la question centrale, c'est la fabrication des terminaux qui a le plus d'impact, donc comment limiter ce renouvellement. Donc ça, c'est les 5 grands points, si on peut le résumer ainsi, sachant que l'observatoire, si on revient un peu sur cet observatoire, l'observatoire, lui, il a pour but un peu de connaître l'évolution et de pouvoir l'évaluer, la quantifier et de voir la situation. Donc ça, c'est vraiment important dans le sens où on est sur une dynamique qui est vraiment, je répète, qui est une dynamique exponentielle. Donc il faut vraiment pouvoir la prendre dès le début et l'analyser dès le début. Donc c'est important de pouvoir connaître son évolution. Il y a des questions de sensibilisation. Enfin, ça c'est le premier point. Ensuite, il est important de sensibiliser les populations. Donc, on s'oriente plus sur cette loi-là, sur le fait de sensibiliser les plus jeunes à travers des cursus au niveau, en tout cas des formations au niveau primaire et supérieur, et au niveau des formations d'ingénieurs, la sensibilisation à de la conception numérique responsable de systèmes d'information. Donc là, c'est un peu le deuxième pan, c'est faire comprendre aux gens finalement cette notion de sac à dos écologique, et que lorsqu'on a un smartphone et qu'on veut le renouveler tous les ans, c'est pas tenable, et qu'il faut conserver son smartphone le plus longtemps possible. Autre point, donc les collectivités territoriales. Donc là, c'est intéressant, c'est un peu l'idée de prendre un peu que les organismes publics prennent un peu le pas, prennent un peu le devant de la marche et commencent à s'orienter sur une feuille de route environnementale sur le numérique. Donc là, idem, la question, c'est, comme je le répète, c'est d'éviter cette dynamique d'évolution exponentielle
éviter que cette dynamique d'évolution exponentielle soit trop impactante pour l'environnement. Finalement, dans les deux derniers points, donc l'orientation vers le numérique vert et limiter le renouvellement des terminaux. Donc là, il y a plusieurs choses. Donc évidemment, la loi essaye de promouvoir donc la mise en place d'indices de réparabilité et de durabilité de la part des fabricants et deviennent de plus en plus contraignantes sur tout ce qui est obsolescence programmée. Et finalement, au niveau donc de la limitation du renouvellement des terminaux. Donc là, la question est plus d'essayer de mettre en place une économie circulaire, donc essayer d'exploiter les gisements du secteur public. Donc, on est, par exemple, je vais donner un exemple un peu bête, mais on est une métropole, on a un ensemble d'organismes, on a un ensemble d'organismes publics qui sont présents, d'ensemble d'associations, et ben on va essayer de mettre en place une économie circulaire, donc essayer de profiter de ces gisements de matériel pour les reconditionner et les remettre en activité. Donc là, c'est vraiment promouvoir le réemploi, le reconditionnement. Et de la même façon, les entreprises qui vont potentiellement se développer sur tout ce qui est reconditionnement, on va leur donner un meilleur accès aux pièces détachées pour qu'elles puissent réparer le matériel. Donc là, il y a une idée un peu d'essayer de promouvoir et d'augmenter la durée de vie du matériel et des terminaux, enfin ce que j'appelle terminaux utilisateurs. Donc là, c'est un peu, on va dire, la grande vue sur ces impacts, sur les impacts, sur la législation qui a été mise en place. Donc pour l'instant, ça reste encore assez neutre au niveau de l'entreprise, c'est qu'il n'y a pas encore beaucoup de choses. Il y a des orientations au niveau des collectivités territoriales, mais au niveau d'une entreprise, on sait que donc il y a ce sujet qui est sous-jacent et qui est en train d'émerger et qui est inquiétant par sa dynamique. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc la loi a mis en place des choses et du coup c'est plus focalisé sur de la sensibilisation, sur l'observation et sur le fait de mettre en place une économie circulaire et travailler au niveau des collectivités. Mais il est fort probable que au niveau des entreprises, ce genre de conditions, enfin ce genre de demandes arrive de plus en plus vite. Donc là, c'est la question qu'on va voir ensemble, c'est finalement pour votre entreprise, quels sont les points importants et quelles sont vraiment les actions, quels sont les leviers qui sont intéressants, qu'est-ce qui peut être des win-win et comment finalement cette action, enfin mettre en place une démarche numérique responsable peut être intéressant pour votre entreprise. Donc au niveau des actions d'une entreprise, donc là il y a plusieurs choses à voir. Donc ce que j'ai essayé de vous montrer un petit peu, c'est évidemment un peu j'ai un peu essayé d'expliquer donc les actions, ce qu'on peut mettre comme action, quelles démarches peuvent permettre de supporter ces actions et finalement quels sont ces leviers qui vont être intéressants pour l'entreprise. Donc au niveau des actions, la question va être essentiellement, donc comme on a pu le voir, d'augmenter la durée de vie du matériel informatique. Alors je dis ça parce que, alors je le répète, hein, c'est vraiment un point important. On a vraiment tendance, lorsqu'on s'intéresse au numérique responsable et du coup à l'impact environnemental du numérique, de se dire que le problème, ça va être, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du mail. Le problème en entreprise, ça va être l'envoi des mails et le stockage, et surtout le stockage des mails. Alors finalement, ça c'est vraiment assez faible. La question, c'est plus le terminal utilisateur qui envoie le mail plutôt que le stockage du mail en lui-même. Donc là, il y a vraiment il faut déjà faire passer ces messages-là. Donc ça, c'est des points importants. Et tout va se jouer finalement dans l'idée d'augmenter la durée de vie du matériel informatique. Donc, en fonction des entreprises, cela va passer par différents cas de figure, différentes solutions. Donc, certaines entreprises vont pouvoir voir la possibilité effectivement d'augmenter la durée de vie de leur matériel via des changements de comportement. Donc, en essayant finalement de sensibiliser les différents collaborateurs au fait que avoir un téléphone portable pendant 3 ans, c'est intéressant, mais qu'il faut aussi le maintenir en bonne santé. Voilà, et en mettant en place tout ce qui est une réparation et une maintenance plus aiguisée sur ces sujets-là. Mais ça va être aussi potentiellement pour d'autres entreprises qui va être plus intéressant. C'est voilà, on a déjà atteint, on va dire un peu la limite. On garde nos ordinateurs pendant 7 ans, on peut pas vraiment faire plus. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Peut-être potentiellement du réemploi
du reconditionnement, essayer de voir comment trouver, et il en existe donc des circuits de réemploi de matériel informatique, et ça va être pertinent pour d'autres entreprises, sachant que il faut toujours dans tous les cas essayer de sensibiliser les acteurs, enfin les collaborateurs, à ces questions-là, dans le sens où, bah oui, on garde les ordinateurs plus longtemps, mais c'est dans un objectif. Alors, on veut toujours avoir le dernier modèle d'ordinateur, le dernier modèle de smartphone, mais ça, c'est pas tenable pour l'environnement. Donc, il faut sensibiliser, et l'idée, c'est d'avoir à chaque fois garder en tête, enfin, en tout cas, dans ces objectifs-là de réemploi et d'allongement de durée de vie, via des changements de comportement de maintenance ou de réparation. L'idée, c'est toujours de sensibiliser les acteurs, enfin les collaborateurs, pour qu'ils comprennent qu'ils ont aussi, c'est aussi à leur niveau que ça se passe. Et finalement, un dernier point qui est plus là dédié au niveau des entreprises qui produisent des services numériques. Donc, une entreprise qui produit des services numériques, finalement, ça sera peut-être potentiellement son service numérique qu'elle produit qui est le plus impactant pour elle, donc pour son client. Et donc là, il y aura peut-être des réflexions à faire au niveau de son service numérique et comment l'éco-concevoir. Alors, je reviens sur quelques chiffres intéressants pour mettre ça en perspective. Donc, 80% donc des smartphones qui sont en réparation, c'est essentiellement pour des écrans brisés. Donc, ça, c'est vraiment pour mettre en avant la question des comportements. Donc, on sait qu'on fait moins attention à son smartphone lorsque une nouvelle version est sortie. Donc ça aussi, c'est des questions à prendre en compte de sensibilisation des collaborateurs sur ces questions-là pour pouvoir prolonger la durée de vie. Sachant que, pour mettre un peu ça en perspective, si on prolonge de 2 à 4 ans l'usage d'une tablette ou d'un ordinateur, on améliore de 50% son bilan environnemental. Donc là, encore, c'est pour une façon d'illustrer le fait que c'est vraiment la fabrication qui est le plus grand impact. Et puis, dernier chiffre, donc vraiment pour parler de cette notion d'éco-conception de services numériques, donc ça va plutôt s'adresser à des entreprises qui font de la conception de services numériques, ou potentiellement des entreprises qui font appel à de la conception de services numériques. Là, il faut quand même garder en tête que lorsqu'on veut concevoir, alors là, il faut prendre un peu la question en sens inverse, c'est-à-dire à l'heure actuelle, on était sur une dynamique où on a eu plus en plus de matériel informatique qui a duré moins longtemps. Et donc la question, c'est comment faire pour avoir moins de matériel qui dure plus longtemps. Et lorsqu'on s'intéresse un peu à cette question-là, on remarque que souvent le matériel est abandonné pour des questions finalement pas de réparabilité ou de système qui ne fonctionne plus, mais plus d'incompatibilité avec les dernières mises à jour, avec les dernières, des montées de version, on va dire, des mises à jour de systèmes d'exploitation, des mises à jour de certaines applications qui ne sont plus compatibles ou qui ralentissent énormément le système parce que le système est trop vieux pour supporter les nouvelles applications. Et du coup, on abandonne son smartphone parce que il n'y a plus la capacité d'avoir telle ou telle application dessus. Donc ça, c'est des choses très très courantes. Et la question, c'est de savoir, mais finalement, pourquoi tout d'un coup, l'application, elle devient si lourde que le téléphone ne peut plus la supporter, alors qu'il y a 5 ans, il était capable de supporter cette application-là. Donc là, c'est une question finalement où on se rend compte que les applications sont, on va dire, le terme, c'est un peu ce qu'on dit, c'est une obésité informationnelle. C'est-à-dire que le code est très lourd. On a développé ça sans se poser de questions sur les fonctions. On a toujours ajouté des couches et des empilements de fonctions. Et on se retrouve avec des applications qui sont très lourdes et dans lesquelles il faut, là où on avait besoin d'un PC qui faisait 4 Go de RAM, il nous faut un PC qui fait 8 Go de RAM pour la supporter. Et il n'y a aucune, en tout cas à l'heure actuelle, il n'y a pas beaucoup de réflexion là-dessus. Et c'est ça qui finalement est l'un des points centraux de notre gourmandise aussi de matériel informatique. C'est que on n'a pas de réflexion au niveau de la conception des services numériques pour réduire leur consommation, on va dire, de mémoire et de calculateur. Et ça, c'est quand même un point important dans le sens où, donc je reste sur cette question d'éco-conception, c'est un point important parce que la plupart des utilisateurs, finalement, dans une optique dans une optique de travail, aiment avoir des fonctionnalités épurées, simples, efficaces, et pas finalement un panel de
fonctionnalités avec un écran surchargé. Ils aiment bien avoir leurs fonctionnalités qui soient visibles et très accessibles et très efficaces. Et c'est un peu l'exemple que je donne ici, c'est l'exemple entre Yahoo et Google. Google, ils ont juste une barre de recherche où on peut taper le nom et on peut cliquer sur rechercher, ou un autre bouton, d'ailleurs pour ma part, que je utilise très rarement, c'est j'ai de la chance. Mais en gros, ils ont deux fonctionnalités sur leur page, avec un écran blanc très épuré. Et en face de ça, il y avait Yahoo, qui dans les années 2000 était le numéro 1 et s'est fait doubler par Google, où là, on a tout un écran avec plein de choses. C'est surchargé de plein d'informations. Et en plus de ça, au niveau fonctionnalité, enfin, surchargé d'informations et de fonctionnalités. Et en plus de ça, au chargement, du coup, ça prend plus de temps parce que charger une page blanche avec deux cadres, un cadre et deux boutons, c'est beaucoup plus simple que de charger un écran avec plein de fonctionnalités, plein de photos, et forcément, et où l'information finalement qui intéresse est noyée dans l'écran. Et donc ça, c'est une notion importante, c'est on peut améliorer son système d'information, on peut améliorer l'accessibilité à son système d'information tout en préservant l'environnement. Et donc là, un dernier chiffre important là-dessus, donc c'est 10 à 30% des fonctionnalités présentes dans un service numérique ne sont pas utilisées par les utilisateurs. Donc il y a déjà 10 à 30% qu'on pourrait nettoyer de manière assez basique. Donc voilà, c'est un peu les trois grandes actions de votre entreprise, sachant que ça s'applique pas toujours aux mêmes entreprises. Maintenant, si on s'intéresse un peu donc à ce que ça peut apporter dans mon entreprise, donc j'ai un peu déjà indiqué. Donc forcément, si on allonge la durée de vie et qu'on détermine notre utilisateur, qu'on allonge un peu la durée de vie de notre matériel, de base, ça va réduire les coûts. Donc forcément, on n'aura pas besoin de renouveler rapidement. Si on maintient plus longtemps un smartphone, si on maintient plus longtemps un PC, si l'écran se casse pas, si on a mis des protections sur notre smartphone pour éviter que les employés le cassent, dans le cas par inadvertance évidemment, et on va réduire les coûts pour notre entreprise. Donc là, le poste informatique, la partie achat du poste informatique va avoir des coûts réduits. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc c'est un peu ce que j'ai évoqué tout à l'heure, si on demande et si on se met dans une démarche de réduction, des coûts conception de services numériques, on va avoir des services numériques qui vont être certes moins consommateurs, donc ils vont permettre aussi de réduire, d'augmenter la durée de vie, parce qu'on va pouvoir maintenir plus longtemps notre système d'information, puisque ça a des systèmes numériques qui vont être moins consommateurs. Mais en plus de ça, on va améliorer la qualité du service rendu. Donc c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure avec mon exemple Google Yahoo, mais en d'autres chiffres, ce qui est intéressant aussi, donc là c'est un petit chiffre intéressant à montrer, donc c'est qu'il y a 123% plus de chances qu'un internet mobile quitte un site internet mobile s'il met plus de 10 secondes à charger, versus une seconde. Donc là aussi, si on demande la rapidité, la fluidité, donc moins de données stockées, moins d'images, moins de choses qui servent à rien, ça intéresse juste à la fonctionnalité de l'utilisateur. On réduit finalement son agacement derrière l'écran, on augmente sa facilité d'accès, et puis du coup, on réduit l'impact environnemental. Donc ça, c'est un peu un win-win, c'est un peu les win-win. Et puis finalement, évidemment, si on a un avance de phase sur ces questions-là, comment on commence à réfléchir à ces questions-là en avance, on améliore l'image de marque de notre entreprise. Donc là, c'est toute la question de la communication, comment on communique sur ces choses-là, en faisant bien attention évidemment de ne pas faire du greenwashing et de vraiment communiquer sur des points importants. Le greenwashing serait par exemple, un exemple de greenwashing et de communication qui serait erroné, ça serait de dire notre entreprise a décidé de supprimer tous les emails stockés depuis. On vient de voir que le problème, c'est l'augmentation de durée de vie des entreprises, des terminaux. Donc là, pour l'image de marque, communiquer sur des chiffres intéressants, pertinents et qui ne soient pas du greenwashing, ça c'est des choses vraiment importantes. Finalement, donc là c'est un peu le dernier point que je vais aborder dans cette présentation, c'est comment organiser sa démarche. Donc organiser sa démarche, ça demande déjà première chose de faire un diagnostic. Donc comme on l'a vu, il y a plusieurs solutions, plusieurs choses à faire à mettre en place. Ça va toucher plusieurs niveaux. Donc l'objectif c'est que quoi qu'il arrive, allonger la durée de vie du matériel. Mais ça va toucher plusieurs niveaux. Et ça va pas forcément être la même chose qu'on va mettre en place en fonction des entreprises. Donc l'idée, c'est de faire déjà un diagnostic dans le sens où ça va te permettre de définir finalement quels sont les axes.
Alors, quand je dis diagnostic, ça implique 2 points différents. Donc, le premier point, c'est, enfin, pour moi, c'est d'avoir une empreinte, un calcul d'empreinte environnementale. Et ça, c'est ce que je veux dire, c'est calculer la position où est positionnée notre entreprise. Si on le fait un peu de manière physique, on va essayer de calculer donc la position via le diagnostic via le calcul d'empreinte environnementale. Et on va essayer d'estimer la vitesse, la trajectoire, la vitesse de notre entreprise, comment elle se dirige sur ce sujet-là, via une analyse des bonnes pratiques de l'entreprise. Et les deux vont de pair. Il est très important, quand on fait un diagnostic, de voir où j'en suis d'un point de vue empreinte environnementale et où j'en suis d'un point de vue bonne pratique. Et c'est les deux corrélés qui permettent de savoir si je suis où je me situe et comment je me dirige. Sachant que, évidemment, dans les diagnostics, la première chose à faire pour un calcul d'empreinte environnementale, plusieurs possibilités sont disponibles. Le minimum, c'est de faire un calcul des bilans d'émissions de gaz à effet de serre. Après, on pourrait monter en niveau en voyant les impacts sur l'eau, sur les ressources. Mais la première chose, c'est déjà un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que un calcul de bilan d'émissions de gaz à effet de serre, c'est toujours interne à une entreprise. Il est calculé par rapport à des spécificités de l'entreprise et il n'est pas pertinent, en tout cas il est très rarement pertinent de se comparer à d'autres entreprises, sachant que chaque entreprise a un peu ses spécificités. Et je vais vous montrer ensuite comment on fait un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Chaque entreprise a ses spécificités et donc on peut pas forcément comparer facilement des bilans d'émissions de gaz à effet de serre. Un peu même chose pour les bonnes pratiques, hein, les choses vont se trouver. Donc les bonnes pratiques, ce que je disais, ça permet de savoir un peu la trajectoire de l'entreprise, mais quoi qu'il arrive, à chaque fois, les bonnes pratiques vont dépendre un peu de l'entreprise, de comment elle est organisée, et ça va pas forcément être pertinent d'effectuer des comparaisons là-dessus. Au niveau de cette démarche, donc juste pour donner un peu un exemple de démarche de trajectoire numérique responsable mis en place pour des entreprises. Donc forcément, on commence, comme j'ai indiqué, par un diagnostic de bonnes pratiques et d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on va pouvoir voir via une analyse d'émissions de gaz à effet de serre les secteurs qui sont le plus impactants. Donc si ça va être plutôt l'espace de travail, ça va être plutôt la partie data center. Est-ce que ça va être plutôt la partie réseau qui va être le plus important? Et donc là, on va voir un peu un panel et pouvoir flécher les points les plus émetteurs. Et à travers ça, on va voir aussi les bonnes pratiques, ce qui a été mis en place, ce qui n'a pas été mis en place, et où on peut faire des progrès, et où on se dirige, et où on peut rechanger le cap. Et donc à travers ça, on va pouvoir définir un ensemble de projets, et pouvoir les organiser par rapport à leur pertinence, leur difficulté à mettre en place, leur facilité à mettre en place, et on va pouvoir définir une trajectoire de projet. Donc ça, c'est assez classique, ça on retrouve un peu dans toutes les analyses, tous les schémas, toute la définition de schéma directeur. On travaille de la même façon, donc là, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Et en fonction de tes projets, après, on les met en place. Donc, on peut effectivement faire la sensibilisation des collaborateurs. Donc là, par exemple, nous, on a travaillé sur une infographie pour un client. On peut mettre en place des ateliers de sensibilisation. Donc, il y a tout un tas de types d'ateliers de sensibilisation pour les collaborateurs. Donc, cette question, elle est vraiment centrale, dans le sens où la plupart des collaborateurs sont pas forcément sensibilisés à ces questions-là. Et on a encore beaucoup sur ce modèle-là, ce que je disais, sur des questions de vouloir avoir le dernier modèle, le dernier écran, le dernier smartphone, le dernier laptop. Et donc, il est quand même intéressant de sensibiliser les collaborateurs à ces questions-là pour qu'ils adoptent les bons réflexes. Ensuite, par exemple, on a une entreprise qui n'a, alors c'est un ensemble de projets, et là je liste. L'entreprise n'a pour l'instant aucune visibilité sur son parc informatique. Il n'y a pas de choses qui ont été finalement, on n'a pas la notion de durée de vie dans notre parc informatique. On ne sait pas où est notre parc informatique, on ne sait pas ce qu'il en est. Donc là, la première chose, réaliser un inventaire de ce parc informatique pour savoir finalement savoir finalement connaître la quantité de matériel et leur durée de vie. Et puis, autre projet qui peut être mis en place, la mise en place d'un ensemble d'indicateurs, un tableau de suivi Green IT avec de la consommation, de la durée de vie de matériel, parce que bon, il y a quand même parfois des questions aussi de consommation qui peuvent être assez intéressantes de faire sortir pour certains sujets, comme une entreprise qui gère des data centers. C'est important de savoir quelle est sa consommation.
Et donc voilà, on va avoir un ensemble de critères, de tableaux de bord qui permettra de suivre notre évolution. Donc à partir du diagnostic, on peut définir un ensemble de projets et puis voilà, définir les points centraux et ça va pas forcément être la même chose en fonction des entreprises. Pour la toute fin, avant de passer aux questions, on arrive un peu à la fin, il est déjà 9h42. Juste revenir un peu sur une notion de bilan de gaz à effet de serre. Je voulais juste réintroduire un peu ces sujets-là, dans le sens où donc lorsqu'on effectue un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, on a 3 niveaux. Donc scope 1, scope 2, scope 3. Donc le scope, donc c'est des périmètres, scope périmètre. Le scope 1, c'est les émissions directes. Donc pour le numérique, il n'y a pas d'émissions directes, il n'y a pas de moteur dans un laptop. Donc là, il n'y a pas d'émissions directes. Donc souvent, ce scope est dans 99% des cas nul. Pour le numérique, je tiens à préciser. Après, on a le scope 2, donc c'est l'émission indirecte liée au gaz et à l'électricité, donc la gestion de l'énergie. Donc là, en l'occurrence, effectivement, il y a l'utilisation avec l'électricité. Voilà, il y a la partie électricité. Et finalement, tout va se jouer dans le scope 3, qui lui correspond à toutes les autres émissions directes. Donc lorsqu'on fait un calcul d'émissions de gaz à effet de serre, il faut évidemment prendre en compte les 3 scopes, et c'est dans ce scope 3 que tout aura lieu. Donc là, il faut faire très attention de bien prendre en compte ces 3 scopes pour un calcul d'émissions de gaz à effet de serre. Et attention, dernier point important, il est toujours intéressant de définir les scopes, enfin les notions des scopes par rapport à ce dont on a une emprise dans l'entreprise ou dans le service qu'on est en train d'étudier. Si par exemple, il y a des choses qui sont en dehors de mon entreprise, où j'ai aucun levier dessus, ça sert à rien de le calculer parce que de toute façon, je pourrais jamais le réduire. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention et pas comparer forcément les entreprises, parce que certaines entreprises vont avoir une pouvoir d'action sur certains domaines et d'autres non, et donc elles vont l'intégrer ou non dans leur calcul de bilan d'émissions de gaz à effet de serre. En général, on se focus toujours sur là où on a un pouvoir d'action. Ça sert à rien de calculer quelque chose où on n'a pas de pouvoir d'action parce que de toute façon, on peut pas le modifier. Donc voilà un peu pour les points importants. On est arrivé à la fin, donc j'ai laissé la parole à Sylvine. Oui, merci Lilian, merci pour cette présentation fort intéressante. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants? Je suis sur le chat. Pour le moment, j'ai pas de questions. N'hésitez pas. Moi, j'avais une question, Lilian. J'ai bien compris que du coup, il fallait allonger la durée de vie du matériel. Donc éventuellement par l'augmentation de la capacité de mémoire ou du processeur, afin de le rendre plus performant peut-être. Après, au niveau du système d'exploitation, par exemple, je pense à Windows, où effectivement on nous pousse à modifier et à évoluer vers les nouveaux systèmes d'exploitation. On est maintenant à Windows 10. Et effectivement, j'ai compris que sur ces systèmes d'exploitation, on a des options qui, en clair, parasitent plus qu'elles sont utiles, d'autant plus qu'on n'en a pas besoin, on s'en sert jamais. Et l'exemple entre Google et Yahoo est fort intéressant. Est-ce que des fois, on parle souvent de upgrading sur le matériel et la capacité, la puissance, et sur les logiciels d'exploitation, est-ce qu'il est possible du coup, je ne sais pas si ça se dit, de faire du downgrading, en fait, aller sur un système d'exploitation précédent qui consomme moins qui est moins énergivore et qui est plus adapté à notre activité, ou malheureusement le fait que on est interconnecté, les sociétés sont interconnectées dans le sens où on n'est pas seul dans notre îlot et qu'il faut échanger avec d'autres sociétés qui utilisent le nouveau système d'exploitation. Est-ce que ça n'a pas ses limites en fait? En fait, la question pour Windows est intéressante parce que Windows ne fait à l'heure actuelle pas vraiment d'exploitation dans le sens où il n'y a pas de notion d'éco-conception, et ce serait vraiment intéressant que que Microsoft surtout développe ça en interne pour essayer de réduire ses fonctionnalités et de réduire tout son gras son obésité informationnelle, son obésité de code, de fonctionnalité. Donc ça c'est sûr qu'il y a des questions. Alors le problème c'est que est-ce qu'on peut downgrader, c'est-à-dire revenir à des systèmes des Windows antérieurs? J'ai envie de dire non, ça serait pas quelque chose à faire pour des questions de sécurité.
On peut pas se permettre au niveau des sécurités des systèmes de repartir sur un système d'exploitation ancien, sachant qu'il est plus mis à jour. Non, ça serait pas du tout pertinent. Après, par contre, effectivement, on peut maintenir le système d'exploitation actuel le plus longtemps possible, tout en s'assurant que on est encore à jour sur tout ce qui est sécurité. Ça, c'est faisable, ça, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, sur des questions de sécurité, on peut pas se permettre à l'heure actuelle de rester sur une ancienne version Windows qui soit plus maintenue ou de revenir à une ancienne version ultérieure. Ça serait pas acceptable. Ce serait trop dangereux ce serait clairement trop dangereux de faire ça au niveau de la sécurité. D'accord. Après, il y aurait des questions parce que effectivement, il n'y a pas que Windows, mais après, ça pose des questions de maîtrise d'autres systèmes d'exploitation. Il y a des systèmes d'exploitation open source qui en général tiennent plus longtemps, qui sont moins, je crois, moins. Après, au niveau de la sécurité, j'avoue que je sais pas trop comment ça fonctionne. Bon, en général, c'est vrai qu'au niveau de la bureautique, on préfère Windows, c'est maîtrisé. Donc là, on est un peu obligé de faire avec. Mais quand bien même, c'est pas encore un facteur, c'est pas un des facteurs limitants au niveau de la conservation d'un matériel informatique. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on change quand même de PC plus souvent que le renouvellement de Windows. Donc c'est pas vraiment un souci en soi. Donc pour l'instant, les deux peuvent de pair. Alors il y a quand même un point important, juste pour revenir. J'ai quand même un ami impact de cette évolution. Intéressant, si les études, si on s'y prend bien et qu'on travaille bien sur ces questions-là, on peut contenir la problématique, la dynamique, on peut la réduire pour que ça soit tolérable pour l'environnement. Donc ça, c'est quand même un point important. Et on est sur une fenêtre de tir où encore tout est jouable. Donc c'est pour ça qu'il est important d'en parler et de commencer à mettre en place des réflexions au niveau des entreprises. Et puis, comme je dis, c'est des choses qui peuvent la réduction de coûts, sur l'augmentation finalement la qualité des systèmes d'information et puis finalement sur notre communication auprès de nos collaborateurs et en externe. Voilà. D'accord, c'est clair. Alors je vois qu'au niveau du chat, on n'a pas de questions. Je vais vous souhaiter une excellente journée à tous et merci pour votre participation à ce webinaire consacré au Green IT. N'hésitez pas à revenir auprès de Lilian si vous avez la moindre question, la moindre interrogation. Vous avez ses coordonnées en fin de présentation. Voilà. Normalement, ça s'affiche. Donc, vous avez les coordonnées de Lilian si vous souhaitez revenir vers lui, si vous avez des problématiques au sein de votre entreprise ou si vous avez besoin de solutions ou de conseils. Merci à tous et excellente journée. Au revoir. Merci Lilian. Au revoir.